Rome, au printemps de 1873, portait sa beauté antique comme une femme qui aurait oublié comment sourire, tout en grandeur en ruine et en lumière dorée filtrant à travers des siècles de poussière. Et c'est dans cette cité de fantômes que le duc Sébastien Ashford avait erré, cherchant un maigre répit au chagrin qui était devenu son compagnon de tous les instants, un poids qu'il portait dans sa poitrine comme des pierres pressant contre ses côtes. Il se déplaçait dans la Galleria Borghese avec la précision mécanique d'un homme qui ne voyait plus vraiment le monde autour de lui, ses vêtements de deuil noir formant un contraste saisissant avec les statues de marbre qui bordaient les salles, leurs formes blanches captant le soleil de l'après-midi qui filtrait par de hautes fenêtres, illuminant des grains de poussière qui dansaient dans l'air comme de minuscules esprits. 3 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Céleste, 3 ans qui semblaient à la fois interminables et incroyablement brefs, et Sébastien avait porté le noir du veuvage chaque jour, refusant les invitations, refusant le réconfort, refusant de reconnaître que le monde continuait de tourner bien que le sien se soit entièrement arrêté. Il s'arrêta devant un tableau, sans en avoir l'intention, ses pieds cessant simplement leur mouvement, comme si son corps reconnaissait quelque chose que son esprit n'avait pas encore traité. Et lorsque ses yeux se fixèrent sur la toile devant lui, le souffle quitta ses poumons dans une précipitation qui le laissa étourdi. Le portrait montrait une femme en simples vêtements de marchande, le visage partiellement tourné dans l'ombre, mais la courbe de son cou, la ligne délicate de sa mâchoire, la façon dont ses cheveux sombres attrapaient la lumière peinte, c'était impossible, absolument impossible, et pourtant chaque fibre de son être hurlait à la reconnaissance. Céleste, sa femme décédée, capturée dans l'huile et la toile, vivante à Rome alors qu'elle aurait dû n'être qu'os et poussière dans la crypte de la famille Ashford. Ses mains tremblaient alors qu'il agrippait la rambarde de la galerie, les jointures blanches, et il sentit le mélange familier d'émotions qui avait défini son existence monter pour l'étouffer. Le chagrin de son absence, la confusion qu'elle puisse être ici, la rage face à l'impossibilité de tout cela, et sous tout le reste, un espoir terrible et perfide que la mort ne l'ait peut-être pas réclamé après tout. La petite plaque de laiton sous le portrait indiquait « La straniera, l'étrangère, artiste inconnue », et Sébastien fixa ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent devant ses yeux, son esprit brillant, parcourant les possibilités et les impossibilités, entre la logique et la folie. Il se souvint de leur jour de mariage avec une clarté soudaine et cristalline. Comment il l'avait regardée descendre l'allée vers lui et avait senti quelque chose de féroce et de possessif s'enflammer dans sa poitrine. Comment il avait pensé « à moi, à moi, à moi » à chaque pas qu'elle faisait. Comment même alors son amour avait semblé moins de la tendresse que de la faim, moins de la dévotion que du besoin désespéré. Si c'était vraiment Céleste, si elle avait survécu d'une manière ou d'une autre, si elle s'était enfuie de lui et avait construit une vie ici dans cette ville éternelle, alors elle avait commis la trahison ultime, avait choisi de le quitter alors qu'elle avait juré devant Dieu et les témoins de rester. Mais si ce n'était qu'une femme qui ressemblait à son amour perdu, quelque cruelle ruse de la génétique et de la coïncidence, alors il la trouverait quand même, posséderait cet écho de ce qu'il avait perdu, la ferait sienne comme Céleste avait été sienne. Quoi qu'il en soit, l'obsession qui avait défini son chagrin trouvait maintenant un nouveau but, net, clair et absolument dévorant. Il trouverait cette femme, il découvrirait la vérité. Et quand il le ferait, rien au ciel ni sur terre ne la tiendrait à nouveau loin de lui. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires d'où nous regardez-vous. Maintenant, commençons. 3 ans plus tôt, au printemps de 1870,
L'Angleterre revêtait ses plus belles couleurs pour le mariage de Lady Céleste Whitmore avec le duc Sébastien Ashford. L'ancienne chapelle du manoir Ashford, parée de roses blanches et de lierres rampants. La lumière du soleil traversant les vitraux pour peindre les sols de pierre de motifs chatoyants de cramoisi, de saphir et d'or. Et pourtant, sous toute cette beauté soigneusement orchestrée, sous le froufrou des robes de soie et le murmure de la noblesse assemblée, Céleste ne ressentait qu'une terrible et rongeante angoisse qui pesait dans son estomac comme des pierres avalées. L'arrangement avait été conclu 6 mois auparavant dans le bureau de son père, les mains de Lord Whitmore tremblant légèrement alors qu'il cédait sa fille unique pour régler des dettes accumulées au fil d'années de mauvais investissements et de jeux excessifs. Et Céleste était restée silencieuse dans l'embrasure de la porte, comprenant avec une clarté effroyable qu'elle n'était pas une enfant chérie, mais une marchandise, un morceau de chair et de lignée à troquer pour le salut financier. Elle avait entendu les rumeurs sur le duc Ashford, même avant leur première rencontre, qu'il était brillant mais froid, immensément riche mais totalement dépourvu de chaleur. Comment de précédentes fréquentations s'étaient terminées abruptement lorsque de jeunes dames trouvaient des excuses pour retirer leur intérêt, bien que personne ne parlât ouvertement de la raison pour laquelle ces filles de bonne famille avaient fui un parti aussi avantageux. Leur première rencontre avait eu lieu dans le salon de la maison de ville de sa famille à Londres, Sébastien arrivant avec la précision d'une campagne militaire, ses yeux sombres se fixant sur elle avec une intensité qui ne la faisait pas se sentir admirée, mais cataloguée, évaluée, revendiquée, avant qu'un seul mot ne soit échangé entre eux. Et quand il prit sa main et pressa ses lèvres sur ses jointures, elle avait senti la pression possessive de ses doigts, la façon dont il tenait juste une fraction de seconde de trop, la marquant comme sienne avant que les vœux ne soient prononcés. Maintenant, en descendant l'allée vers lui au bras de son père, elle voyait cette même intensité brûler dans le regard de Sébastien, voyait la façon dont il la regardait s'approcher comme si elle était une proie, entrant volontairement dans son piège, soigneusement tendu, et une partie d'elle voulait se retourner et fuir, ramasser ses jupes de soie blanche et courir loin de cette belle prison avant que ses portes ne se ferment pour toujours. Mais il n'y avait nulle part où fuir. Les dettes de son père, l'honneur de sa famille, le poids des attentes et du devoir formaient des chaînes plus contraignantes que n'importe quel fer. Et ainsi, elle plaça sa main tremblante dans celle de Sébastien et prononça les vœux qui scelleraient son destin. La nuit de noces arriva avec l'inévitabilité de l'hiver, et dans la vaste chambre principale du manoir Ashford, Sébastien lui avait pris le visage entre ses mains avec une douceur surprenante, ses pouces traçant la ligne de ses pommettes, tandis qu'il murmurait « Tu es mienne maintenant, Céleste, entièrement et complètement mienne, corps et âme, et chaque souffle que tu prends m'appartient, et je ne te laisserai jamais, jamais partir. » Elle avait senti la glace inonder ses veines à ces mots, comprenant trop tard que ce qu'elle avait pris pour une dévotion passionnée était quelque chose de bien plus sombre, de bien plus dévorant. Dans les jours qui suivirent, de petits détails s'accumulèrent comme des preuves lors d'une enquête. Sébastien choisissant les robes qu'elle porterait chaque matin, ses serviteurs rapportant ses conversations et ses allées et venues, son insistance à lire sa correspondance avant qu'elle ne soit envoyée, la façon dont sa mâchoire se crispait lorsque sa dame de compagnie la faisait rire, la fureur froide dans ses yeux lorsque n'importe quel homme la regardait avec appréciation. Ce n'était pas de l'amour, réalisa Céleste avec une horreur grandissante. C'était de la propriété, de la possession, la lente suffocation d'une âme sous le poids de l'obsession d'un autre. Les semaines passèrent, et la vie au manoir Ashford s'installa dans un rythme qui ne ressemblait à la normalité que pour ceux qui observaient de loin, tandis que Céleste vivait chaque jour dans les confins suffocants
de ce qu'elle en était venue à reconnaître comme une cage dorée. Magnifique dans tous ses aspects matériels, mais dévastatrice pour son esprit d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Sébastien la comblait de cadeaux qui arrivaient avec une régularité d'horloge, des émeraudes assorties à ses yeux, des saphirs parce qu'ils lui rappelaient la robe qu'elle avait portée à leur bal de fiançailles, des colliers de perles qui ressemblaient à des chaînes autour de sa gorge, des robes de soie de toutes les couleurs imaginables qu'il sélectionnait personnellement chaque matin, ses doigts traînant possessivement sur les tissus, tandis qu'il décidait ce qu'elle porterait, comme si son corps n'était qu'une autre possession à habiller et à exposer selon ses préférences. Elle ne pouvait pas se promener dans les jardins sans qu'un serviteur n'apparaisse quelques instants plus tard, soi-disant pour offrir son aide, mais clairement envoyé pour observer et faire son rapport, ne pouvait pas passer un après-midi dans la bibliothèque sans que Sébastien n'apparaisse pour demander ce qu'elle lisait, ses questions semblant innocentes, jusqu'à ce qu'elle remarque comment il vérifierait plus tard les livres qu'elle avait sélectionnés, comme si son choix de littérature pouvait révéler une rébellion secrète brassant dans son cœur. Sa correspondance était surveillée avec un soin méticuleux. Les lettres d'amis d'enfance arrivaient ouvertes, leur contenu clairement lu avant de lui être transmis, et ses propres réponses étaient examinées par Sébastien avant d'être envoyées. Ces explications selon lesquelles il souhaitait simplement s'assurer qu'elle était bien représentée en société sonnant faux quand elle voyait comment il fronçait les sourcils à toute expression de pensée ou de sentiment indépendant. Le dîner de la fin de l'été devint un tournant dans sa compréhension de l'ampleur de sa possession, lorsque Lord Harrington, un gentleman âgé qui avait connu son père, raconta une anecdote amusante sur un accident lors d'une chasse au renard, et Céleste avait ri sincèrement pour la première fois depuis des semaines, son amusement spontané et naturel, seulement pour surprendre l'expression de Sébastien de l'autre côté de la table, un éclair de fureur si glacial qu'il lui coupa le souffle, bien qu'il sourît et se joignit au rire un instant plus tard, comme si rien ne s'était passé. Cette nuit-là, après que les invités furent partis et que la maison fut tombée dans le silence, il vint dans ses appartements et parla de cette voix terriblement contrôlée qu'il utilisait lorsque sa rage était à son comble, lui disant qu'elle était sa femme, marquée de son nom et liée par des vœux sacrés prononcés devant Dieu et les témoins, que chaque sourire, chaque rire, chaque moment de joie qu'elle éprouvait lui appartenait à lui et à lui seul, qu'elle n'avait pas le droit de partager son bonheur avec les autres, comme si c'était une chose commune à distribuer librement. Céleste resta éveillée longtemps après son départ, comprenant avec une clarté parfaite et terrible que la richesse ne signifiait rien, que le titre et la position ne valaient de rien, qu'elle vivait dans une belle prison où les barreaux étaient faits d'obligations et d'obsessions plutôt que de fer, et que si elle ne trouvait pas un moyen de s'échapper, l'amour de Sébastien la consumerait entièrement jusqu'à ce qu'il ne reste rien de la femme qu'elle avait été, jusqu'à ce qu'elle devienne simplement un reflet de ses désirs, une possession polie, parfaite et totalement dévastatricement vide. Des mois plus tard, alors que l'automne peignait les terres du manoir Ashford de teintes d'ambre et de cramoisi, Céleste avait subi une transformation invisible à l'observation fortuite mais profonde dans son essence, passant de la jeune mariée effrayée qui avait descendu l'allée au printemps à une femme qui comprenait avec une clarté terrible qu'elle devait soit trouver un moyen de s'échapper, soit se perdre entièrement dans l'obsession dévorante de Sébastien. Madame Dawson, la vieille gouvernante qui avait servi la famille Ashford pendant 3 décennies, avait été la première à reconnaître le désespoir silencieux dans les yeux de la jeune duchesse, avait vu comment Céleste se tenait aux fenêtres donnant sur les jardins avec l'expression d'un oiseau en cage étudiant le ciel, et par de petits gestes de gentillesse, une tasse de thé apportée sans qu'on le lui demande, un mot doux lorsque les exigences de Sébastien devenaient particulièrement suffocantes, la vieille femme planta des graines de possibilité qu'il puisse exister quelque chose de différent au-delà de ces murs. Le docteur Hartley,
le médecin de famille, se révéla être le deuxième allié inattendu. Un veuf de 50 ans, dont les yeux bienveillants avaient été témoins de suffisamment de souffrances humaines pour reconnaître une femme lentement étouffée sous le poids de la dévotion de son mari, et lors de ses visites régulières pour soigner les maux mineurs du personnel de la maison, il commença à observer les petits signes qui s'accumulaient comme des preuves. Comment Céleste tressaillait légèrement lorsque Sébastien entrait dans une pièce de manière inattendue, comment ses sourires n'atteignaient jamais tout à fait ses yeux, comment elle avait développé un tremblement persistant dans les mains qui parlait d'une anxiété constante. La découverte qui changea, tout arriva un après-midi gris d'octobre, lorsque Céleste, cherchant un livre dans le bureau privé de Sébastien pendant l'une de ses rares absences du manoir, trouva rangée dans un tiroir une collection de correspondances concernant ses précédentes fréquentations, des lettres de famille retirant poliment leur fille de la considération, et sous les refus officiels, des rapports d'enquêteurs privés détaillant comment ces jeunes femmes avaient ensuite disparu de la société. L'une mariée à la hâte à un marchand et partie pour l'Amérique, une autre entrée dans un couvent en Écosse, une troisième simplement disparue avec des rumeurs selon lesquelles elle était morte à l'étranger, bien qu'aucun certificat de décès n'existât. Et Céleste comprit, la glace inondant ses veines, qu'elle n'était pas la première femme à reconnaître le danger dans la forme particulière d'amour de Sébastien Ashford, simplement la première qui ne s'était pas échappée avant que la porte de la cage ne se referme complètement. Ce soir-là, les mains tremblantes alors qu'elle servait le thé dans le salon, elle se retrouva seule avec madame Dawson et parla avec une désinvolture étudiée d'une histoire qu'elle avait lue sur une femme qui avait fui une situation terrible. Et la réponse de la gouvernante, livrée à voix basse tout en arrangeant des fleurs, portait le poids de l'expérience vécue. « Ma propre fille, que Dieu ait son âme, elle a échappé à un mari qui l'aurait tuée avec sa jalousie, il y a 20 ans maintenant, a recommencé sa vie à Bristol sous un autre nom, et parfois, votre grâce, parfois la seule façon de survivre est de devenir quelqu'un de entièrement nouveau. » La graine de la possibilité prit racine dans l'esprit de Céleste avec la férocité d'un espoir désespéré, et elle commença ses propres préparatifs minutieux. Prenant de petites sommes d'argent des comptes de la maison que Sébastien ne remarquerait pas, cachant des bijoux dans la doublure de son manteau d'hiver, étudiant les horaires des serviteurs pour comprendre les rythmes de la maison, et tout en maintenant la parfaite performance de l'épouse dévouée, elle planifiait sa propre mort et sa résurrection, comprenant que rien de moins que sa disparition complète ne la libérerait de l'homme qui avait juré de ne jamais la laisser partir. L'hiver approchait avec l'inévitabilité du destin, apportant des jours plus courts et des ombres plus longues, qui semblaient refléter l'obscurité des circonstances de Céleste. Et pendant ces mois froids, elle cultiva sa relation avec le docteur Hartley, avec la patience minutieuse de quelqu'un plantant des graines dans un sol gelé, sachant que sa survie même dépendait de la récolte. Le médecin visitait le manoir Ashford chaque semaine pour s'occuper de la maisonnée, et Céleste s'assurait d'être présente pour le thé par la suite, créant des occasions de conversation qui commençaient par des sujets anodins, le temps, les affaires locales, les livres qu'ils avaient lus, mais qui s'approfondissaient progressivement en discussions de philosophie et d'éthique qui lui permirent de comprendre l'homme sous l'extérieur professionnel. Elle apprit que sa femme était morte 5 ans auparavant de la consomption, s'éteignant pendant des mois, tandis qu'il restait impuissant malgré toutes ses connaissances médicales, et elle pouvait entendre dans sa voix la terrible culpabilité d'un guérisseur qui ne pouvait pas sauver la seule personne qui comptait le plus. La croyance tacite qu'il avait en quelque sorte failli à son devoir fondamental. Au cours d'une conversation particulièrement intime dans la bibliothèque, alors que Sébastien était parti inspecter ses propriétés du Nord, elle posa une question hypothétique, le cœur battant contre ses côtes. Que ferait un médecin si quelqu'un n'avait besoin de disparaître pour sa propre survie, si rester visible signifiait une destruction certaine?
Le docteur Hartley l'avait regardé avec ses yeux perspicaces et avait demandé doucement s'il parlait toujours en hypothèse. Et à ce moment-là, Céleste comprit qu'elle avait trouvé soit son salut, soit sa perte. Le plan se cristallisa au fil de semaines de conversation soigneusement codées. Le docteur Hartley, luttant visiblement avec le conflit entre son serment d'Hippocrate de ne pas nuire et sa compréhension croissante qu'aider Céleste à disparaître pourrait être le plus grand acte de guérison qu'il puisse accomplir, que parfois sauver une vie nécessitait des méthodes qu'aucune école de médecine n'enseignait. Le tournant survint un après-midi de janvier, lorsque Sébastien, dans une de ses rages possessives pour quelque offense imaginaire, avait saisi les bras de Céleste avec une telle force que des ecchymoses fleurirent comme des fleurs sombres sur sa peau pâle, et ce soir-là, elle montra ses marques au docteur Hartley, ainsi que le verrou que Sébastien avait récemment installé à l'extérieur de la porte de sa chambre, soi-disant pour la protéger, mais en réalité pour contrôler ses mouvements, même pendant son sommeil. Le visage du médecin était devenu blanc de fureur et de reconnaissance, et il prononça des mots qui scellèrent leur conspiration. « J'ai vu une femme que j'aimais mourir alors que j'étais impuissant. Je ne regarderai pas une autre être détruite alors que j'ai le pouvoir de l'empêcher. » Ils se mirent d'accord sur un plan à la fois audacieux et simple. Céleste feindrait une maladie soudaine. Le docteur Hartley administrerait une combinaison soigneusement mesurée d'herbes qui ralentirait son cœur et sa respiration à des niveaux imperceptibles, créant l'apparence de la mort qui tromperait même un examen attentif. Et Madame Dawson s'arrangerait avec un entrepreneur de pompes funèbres sympathique pour échanger le corps de Céleste contre celui d'une indigente non réclamée. Faisant sortir en contrebande la duchesse vivante du manoir Ashford dans le cercueil même destiné à son enterrement, pendant que Sébastien pleurerait sur le cadavre d'une inconnue. L'exécution du plan commença par un matin glacial de février, lorsque Céleste descendit pour le petit déjeuner, avec une pâleur soigneusement peinte sur son visage, et se plaignit de ne pas se sentir bien, un mal de tête qui pressait derrière ses yeux comme des bandes de fer, et l'inquiétude immédiate de Sébastien portait cette terrible possessivité qu'elle avait appris à connaître si intimement, son insistance pour qu'elle retourne au lit, que le docteur Hartley soit convoqué sur le champ, que rien ne devait menacer ce qui lui appartenait. Au cours des 3 jours suivants, la maladie feinte de Céleste progressa avec une précision théâtrale orchestrée par la direction attentive du docteur Hartley. Elle refusa de manger, prétendit avoir des vertiges, laissa sa peau prendre une qualité moite obtenue par l'application habile de linges humides lorsque Sébastien ne regardait pas. Et l'anxiété du duc se transforma en quelque chose approchant la panique, car dans sa compréhension tordue, il ne pouvait lui être permis de mourir, parce que la mort la lui volerait plus complètement que n'importe quelle séparation terrestre. La 4e nuit, alors que les vents de la tempête hurlaient contre les fenêtres du manoir Ashford comme les lamentations des esprits, Céleste but le breuvage amer que le docteur Hartley avait préparé. Une combinaison soigneusement mesurée de belladone et d'autres herbes qui ralentiraient son cœur à des battements presque imperceptibles et rendrait sa respiration si superficielle que même l'examen d'un médecin confirmerait la mort. Et alors que le liquide brûlait sa gorge, elle sentit son corps commencer à se refroidir de l'intérieur, ses membres devenant lourds comme du plomb, sa conscience se retirant en un petit point vacillant au fond de son crâne, tandis que son moi extérieur devenait un cadavre convaincant. La terrible performance qui suivit la hanterait en rêve pendant des années. Elle pouvait tout entendre, mais ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas signaler qu'elle vivait encore, piégée dans la prison de sa propre chair paralysée, alors que le docteur Hartley la déclarait morte d'une voix tremblante de choc fin. Puis vint la réponse de Sébastien, un hurlement de rage et d'angoisse qui semblait arracher des profondeurs de son âme, alors qu'il criait qu'elle ne pouvait pas le quitter, qu'elle n'avait pas le droit de lui échapper même par la mort,
et les bruits de meubles brisés, d'objets de valeur jetés contre les murs, d'un homme dont la prise ténue sur la raison s'était finalement complètement brisée. À travers sa paralysie, Céleste l'entendit rager qu'il la suivrait dans la mort, qu'ils seraient ensemble dans la tombe sinon dans la vie, l'entendit pleurer sur son corps avec de terribles sanglots brisés, tout en murmurant des promesses de ne jamais l'oublier, de ne plus jamais aimer, de préserver sa mémoire comme un sanctuaire sacré, et dans ces moments, elle comprit avec une certitude absolue que sa fuite avait été nécessaire, que ce n'était pas de l'amour, mais une maladie qui les aurait finalement consumés tous les deux. Les préparatifs hâtifs des funérailles se déroulèrent avec une rapidité indécente, Sébastien insistant pour qu'elle soit enterrée dans les 2 jours, comme s'il ne pouvait supporter d'être séparé de son corps, même dans la mort. Et pendant la nuit précédant les funérailles, Madame Dawson et un entrepreneur de pompes funèbres sympathique que le docteur Hartley avait soudoyé avec une petite fortune exécutèrent la tromperie finale, échangeant la forme encore paralysée de Céleste contre le corps d'une femme inconnue, décédée seule à l'hospice de Londres. Et pendant tout ce temps, Sébastien veilla à côté de ce qu'il croyait être le cercueil de sa femme, lui parlant à voix basse et désespérée de la façon dont elle avait été son monde entier, de la façon dont il la porterait dans son cœur jusqu'à ce que sa propre mort vienne les réunir, confirmant dans chaque mot murmuré les profondeurs d'une obsession qui s'était masquée en dévotion. Céleste se réveilla au grincement rythmique des roues en bois et à l'odeur de foin et de laine, son corps endolori comme si elle avait été battue, chaque muscle raide et protestant, alors que la conscience revenait par vagues lentes et douloureuses, et pendant un terrible instant, elle ne put se souvenir où elle était, ni ce qui s'était passé, jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux pour voir la toile rugueuse recouvrant une charrette au-dessus d'elle, et le visage buriné de Madame Dawson se penchant avec un soulagement anxieux, murmurant « Dieu merci, Dieu merci, je craignais que le breuvage n'ait été trop fort. » Le voyage vers Douvres se déroula en fragments de sensations plutôt qu'en mémoire cohérente. Le froid jusqu'aux os qu'aucune quantité de couverture de laine rugueuse ne pouvait dissiper. La peur constante que les hommes de Sébastien ne les rattrapent à tout moment. La culpabilité qui lui rongeait le cœur pour la douleur qu'elle avait causée, même si le soulagement l'inondait à chaque kilomètre qui la séparait du manoir Ashford. Et pendant tout ce temps, Madame Dawson était assise à côté d'elle, avec un petit sac en cuir, contenant les quelques bijoux que Céleste avait réussi à cacher, et suffisamment de pièces pour commencer une vie modeste, quelque part loin des côtes anglaises. La traversée vers la France, sur un navire marchand, s'accomplit dans un brouillard de mal de mer et de terreur, Céleste blottie sous le pont, le visage caché sous un voile de veuve, pleurant d'une manière étrange et littérale la mort de Lady Céleste Ashford, tout en étant simultanément cette même femme, respirant et vivante, et elle se retrouva à pleurer non seulement de peur, mais aussi d'un profond sentiment de perte pour la vie qu'elle aurait pu avoir si Sébastien avait été capable d'amour au lieu de possession, si son père ne l'avait pas vendue pour régler ses dettes, si le monde avait été différent de 1000 petites manières. À Paris, elle devint Catherine Moreau par le simple expédient de le déclarer ainsi, coupant ses longs cheveux sombres en une coiffure courte qui aurait scandalisé la société londonienne, teignant ce qui restait d'un brun plus clair qui changea toute la forme de son visage, et elle découvrit que la transformation consistait moins en une altération physique qu'en l'abandon d'une identité entière comme un serpent se défaisant de sa vieille peau. Elle trouva du travail dans une boutique de tissus appartenant à une veuve qui ne posait aucune question sur le passé de Catherine et semblait comprendre que certaines femmes arrivaient à Paris en fuyant plutôt qu'en cherchant, et les mois qui suivirent furent marqués par une pauvreté d'un genre que Céleste n'avait jamais imaginé. Des soupes claires et du pain dur, une seule pièce à peine assez grande pour un lit étroit,
des engelures en hiver et la douleur constante du travail dans ses mains, mais aussi par une paix qu'elle n'avait jamais connue pendant toutes ces années de luxe, la simple liberté de marcher dans une rue sans être observée, de parler à qui elle voulait, de n'appartenir qu'à elle-même. Pourtant, même à Paris, elle ne pouvait se sentir entièrement en sécurité, ne pouvait se défaire de la peur que Sébastien ne découvre d'une manière ou d'une autre la supercherie, que les falsifications soigneuses du docteur Hartley ne s'effondrent, qu'elle ne se réveille un matin pour trouver son mari debout, au-dessus d'elle, avec ce terrible sourire possessif, et ainsi, après 8 mois, à économiser chaque sou qu'elle pouvait, elle embarqua sur un autre navire à destination de l'Italie, de Rome, d'une ville si éloignée de l'Angleterre que même la longue portée de Sébastien ne pourrait sûrement pas l'y trouver. Les semaines passèrent, puis les mois, et Catherine économisa chaque pièce de monnaie avec la détermination farouche de quelqu'un construisant non seulement un avenir, mais une forteresse contre le passé, jusqu'à ce qu'elle ait enfin assez pour embarquer sur un navire à destination de Rome, une ville si éloignée de l'Angleterre que même la portée obsessionnelle de Sébastien ne pourrait sûrement pas s'étendre par-delà les montagnes et la mer pour l'y trouver. Et lorsqu'elle aperçut pour la première fois la ville antique s'élevant, dorée sous le soleil méditerranéen, elle sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, qui était restée serrée depuis le jour de son mariage. Rome au printemps fut une révélation de pierres ocre chaudes et de cyprès, de fontaines jaillissant sur des places où les artistes esquissaient et les amoureux se promenaient, d'églises dont les cloches marquaient les heures avec une insistance mélodieuse, de rues étroites qui sentaient le pain frais et la pierre chauffée par le soleil et le parfum particulier des fleurs d'oranger qui flottaient depuis des jardins cachés, et Catherine comprit immédiatement pourquoi les gens parlaient de la ville éternelle comme d'un lieu de renaissance, car elle se sentit se défaire des derniers vestiges de Lady Céleste Ashford comme un papillon émergeant d'une chrysalide confinée. Elle trouva du travail dans une modeste pension près du Campo de Fiori, nettoyant les chambres et servant les repas à la troupe tournante de voyageurs qui y passaient, et bien que le labeur fût humble et que ses mains devinssent rugueuses à force de frotter les sols et de laver le linge, elle découvrit une profonde satisfaction dans un travail honnête qui n'exigeait rien d'elle que son effort, qui mesurait sa valeur en tâches accomplies plutôt qu'en la façon dont elle ornait le bras d'un homme ou reflétait son statut. Le soir, son travail terminé, elle se promenait dans le quartier et prit peu à peu conscience d'une petite communauté artistique qui se rassemblait dans les cafés et les ateliers groupés autour de la Via Margutta, peintres et sculpteurs, poètes et musiciens, des gens venus à Rome en quête d'inspiration ou d'évasion, ou simplement d'un endroit où ils pouvaient exister en dehors des hiérarchies rigides de leur pays d'origine, et bien qu'elle se tint soigneusement à l'écart au début, craignant d'être connue, craignant d'être vue. Elle commença à reconnaître des visages familiers et à échanger des salutations timides. C'est Marco qui l'approcha directement le premier, un portraitiste en difficulté avec de la peinture perpétuellement sous les ongles et une douceur dans ses manières qui ne ressemblait en rien à l'intensité de Sébastien, qui l'arrêta un soir alors qu'elle passait devant son atelier et lui dit dans un anglais teinté d'italien qu'il l'observait, non avec un intérêt prédateur, mais avec la curiosité d'un artiste, car il voyait quelque chose de hanté dans ses yeux et dans la façon dont elle se tenait, quelque chose qui parlait d'une profonde tristesse à peine contenue, et il lui demanda si elle accepterait de poser pour un portrait. La réponse immédiate de Catherine fut la terreur. Être capturée en peinture lui donnait l'impression d'être à nouveau piégée, possédée et exposée, de donner à quelqu'un le pouvoir de définir et de posséder son image. Mais Marco sembla sentir sa peur sans en comprendre la source, et sourit simplement, disant qu'il n'y avait aucune pression, que l'offre tenait si jamais elle changeait d'avis, et quelque chose dans son acceptation patiente, sa volonté
de la laisser choisir librement sans manipulation ni insistance, éroda progressivement sa résistance jusqu'à ce qu'un après-midi, elle se retrouve à monter les escaliers de son atelier ensoleillé et à accepter de poser pour lui, vêtue de sa simple robe de travail, le visage partiellement tourné dans l'ombre, et les séances devinrent une forme de méditation. Des heures de silence paisible, rompues seulement par le crissement du fusain sur la toile et les douces demandes de Marco de changer légèrement de position, et il ne lui posa aucune question sur son passé, semblant se contenter de capturer ce qu'il voyait dans le moment présent, et à Rome, sous le regard respectueux de Marco et entourée de la beauté antique de la ville, Catherine commença à guérir, à croire qu'elle pourrait peut-être être vraiment libre, que la vie qu'elle avait bâtie à partir de rien pourrait être la sienne pour de bon. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'enterrement de Lady Céleste Ashford dans la crypte familiale, et pendant ce temps, Sébastien avait sombré dans un chagrin si profond et si tordu que les serviteurs du manoir Ashford chuchotaient entre eux que le duc était devenu complètement fou, car il gardait les appartements de sa femme exactement comme elle les avait laissés, ses brosses toujours disposées sur la coiffeuse avec des mèches de ses cheveux sombres prises dans les soies, ses robes suspendues dans la penderie intacte, son livre préféré toujours ouvert sur la table de chevet à la page qu'elle était censée lire avant sa maladie soudaine. Et chaque jour sans faute, il passait des heures dans ce sanctuaire, préservé à parler à son portrait comme si elle pouvait l'entendre, lui racontant les affaires du domaine et les affaires politiques, lui demandant son avis sur les décisions qu'il devait prendre, parfois pleurant, parfois assis dans un silence terrible. Il avait refusé tout engagement social depuis sa mort, décliné son siège au Parlement, ne portait que du noir de deuil qui rendait son visage déjà pâle fantomatique. Et il se déplaçait dans le manoir comme un spectre lui-même, mangeant à peine, dormant par bribes agitées, son obsession pour Céleste dans la mort encore plus dévorante qu'elle ne l'avait été dans la vie, car au moins quand elle vivait, il pouvait la posséder physiquement, la voir, la toucher et savoir qu'elle était sienne, mais maintenant elle n'existait que dans la mémoire et cette précieuse ressemblance peinte, et la perte l'avait vidé jusqu'à le rendre à peine humain. Le docteur Hartley, qui venait de temps en temps, sous prétexte de vérifier la santé du duc, observait cette détérioration avec une culpabilité qui rongeait sa conscience comme une maladie persistante, se demandant dans ces moments les plus sombres s'ils avaient eu raison d'aider Céleste à s'échapper ou s'ils avaient simplement échangé son emprisonnement contre la descente de Sébastien dans la folie. Mais alors, il se souvenait des ecchymoses sur ses bras, de la terreur dans ses yeux, du verrou sur la porte de sa chambre, et il se blindait avec la conviction que sauver sa vie avait valu cette conséquence, bien que la conviction lui sembla de plus en plus creuse en témoignant de l'effondrement de Sébastien. La sœur cadette de Sébastien, Lady Margaret, voyagea depuis le domaine de son mari dans le Yorkshire pour supplier son frère de rejoindre le monde des vivants, et elle le trouva dans la chambre de Céleste comme toujours, assis dans le fauteuil près de la fenêtre où sa femme lisait souvent. Et elle le supplia de considérer que Céleste ne voudrait pas qu'il gâche sa vie dans le deuil, qu'il devait honorer sa mémoire en vivant pleinement. Mais Sébastien se tourna vers elle avec des yeux si vides qu'ils l'effrayèrent, et dit d'une voix dépourvue d'inflexion : « Je suis mort aussi, Margaret, ne le vois-tu pas ? Nous sommes enterrés ensemble, elle et moi, et il n'y a de résurrection pour aucun de nous. » Et Margaret s'enfuit du manoir en larmes, écrivant au docteur Hartley que son frère était hors de sa portée. Pourtant, même dans sa folie, la nature obsessionnelle de Sébastien trouva un nouveau centre d'intérêt, car s'il ne pouvait avoir Céleste elle-même, il préserverait sa mémoire avec une perfection fanatique, commandant des enquêtes sur ses derniers jours. Exigeant des comptes détaillés de chaque serviteur qui s'était occupé d'elle, interrogeant le docteur Hartley à plusieurs reprises sur la progression de sa maladie, cherchant un sens ou un schéma dans sa mort qui pourrait la rendre supportable,
un moyen de comprendre pourquoi elle lui avait été enlevée, et bien qu'il ne trouvât rien de suspect dans le récit soigneusement construit d'une maladie soudaine et d'un déclin rapide, son esprit agité ne pouvait tout à fait accepter le caractère aléatoire de la chose, ne pouvait se réconcilier avec un monde où quelque chose de si précieux pouvait simplement disparaître sans raison ni avertissement. Et il continua donc à chercher des réponses qui n'existaient pas, tandis qu'à Rome, Catherine vivait la vie libre qu'il ne lui avait jamais permise. Et le docteur Hartley maintenait sa tromperie compatissante, et le fantôme de Lady Céleste Ashford hantait le manoir Ashford de manière à la fois littérale et métaphorique, un spectre d'amour obsessionnel qui les avait consumés tous les deux. 1 an s'était écoulé depuis que Lady Céleste Ashford avait été inhumée dans la crypte familiale, et pendant ce temps, la femme qui se faisait maintenant appeler Catherine s'était épanouie dans le printemps perpétuel de Rome, comme une plante enfin exposée à la lumière et à l'eau appropriée après des années dans l'ombre, car elle avait trouvé du travail en enseignant l'anglais aux enfants de marchands prospères et de petite noblesse qui souhaitaient que leur progéniture maîtrise la langue du commerce et de la diplomatie. Et elle vivait dans une petite chambre ensoleillée au 4e étage d'un immeuble près de la place d'Espagne, où elle pouvait entendre la fontaine murmurer jour et nuit et regarder les vendeurs de fleurs arranger leurs bouquets chaque matin sur la place en bas. Elle avait noué de prudentes amitiés avec d'autres femmes de la communauté expatriée, des dames anglaises et américaines venues à Rome en quête d'inspiration artistique ou de répit face aux attentes sociales contraignantes, ainsi qu'avec des femmes locales, la femme de son propriétaire qui lui apprit à faire de vraies pâtes, la couturière de la boutique en bas qui retouchait les modestes robes de Catherine et partageait des ragots autour de tasses de café fort, et bien que Catherine gardât encore la vérité sur son passé avec une vigilance absolue, ne parlant jamais de sa vie avant Paris, ne mentionnant jamais un mari ou un titre ou les froides pierres grises du manoir Ashford, elle se sentait de plus en plus en sécurité dans la chaleur de ses liens, de plus en plus convaincue que sa nouvelle vie était solide, réelle et sienne pour de bon. Marco était devenu son ami le plus cher à Rome, bien qu'il n'y eût rien de romantique entre eux. Il était trop absorbé par son art et son amour discret pour le fils d'un boulanger, qui posait parfois pour lui, pour voir Catherine, autrement que comme une âme sœur, quelqu'un d'autre, portant la tristesse comme un fardeau familier. Mais son amitié lui était précieuse, précisément parce qu'elle ne demandait rien, n'exigeait rien, existait simplement dans l'espace confortable du silence partagé et de la conversation occasionnelle. Le portrait qu'il avait peint d'elle, la Straniera, avait mis des mois à être achevé, car il y travaillait entre les commandes, et quand il lui montra enfin la toile finie, elle se tint devant, se sentant étrange, exposée et étrangement émue, car il avait en quelque sorte capturé sa vérité essentielle. Une femme suspendue entre l'ombre et la lumière, entre le passé et le présent, ni entièrement visible ni complètement cachée, belle dans sa mélancolie, mystérieuse dans sa quiétude, et elle comprit qu'il l'avait vue plus clairement qu'elle ne s'était vue elle-même. Marco avait inscrit le portrait à une petite exposition dans une galerie près de la Via del Corso, et Catherine avait assisté au vernissage avec un battement de nervosité rapidement apaisé par l'anonymat de la foule. Car qui parmi ces amateurs d'art romain pourrait bien relier cette simple professeure d'anglais dans sa robe grise, unie à l'aristocratique Lady Céleste, décédée de l'autre côté de la mer, dans l'Angleterre brumeuse, et elle s'était tenue devant sa propre image, se sentant étrangement déconnectée d'elle, comme si la femme du tableau était quelqu'un qu'elle avait connu il y a longtemps, plutôt qu'un reflet d'elle-même. Le tableau avait attiré l'attention de plusieurs collectionneurs, dont un marchand d'art anglais, spécialisé dans les œuvres italiennes contemporaines, qui avait longuement interrogé Marco sur le sujet, exprimant un intérêt particulier pour la qualité de la tristesse que l'artiste avait capturée, et Catherine avait ressenti le premier frisson froid de malaise à la mention de l'intérêt anglais,
mais elle l'avait rapidement écarté, raisonnant qu'elle était totalement transformée par rapport à la duchesse aux cheveux sombres qui avait autrefois honoré les salles de bal de Londres, que même sa propre mère aurait du mal à la reconnaître maintenant avec ses cheveux plus courts et plus clairs, sa peau hâlée et la paix qui avait enfin commencé à s'installer dans ses yeux. Et elle retourna dans sa petite chambre ensoleillée ce soir-là, convaincue qu'elle était en sécurité, que le passé était vraiment enterré, que Catherine Moreau était devenue aussi réelle et solide que les pierres romaines sous ses pieds. 3 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Lady Céleste Ashford, et le duc Sébastien Ashford se tenait dans une galerie inondée de soleil à Rome au printemps de 1873, son corps raide de choc, alors qu'il fixait un portrait qui ne devrait pas exister, ne pouvait pas exister, mais qui était suspendu devant lui avec une réalité indéniable. Une femme en simples vêtements de marchande, le visage partiellement ombragé par l'angle de la lumière que l'artiste avait capturé, ses cheveux plus clairs et plus courts qu'il ne s'en souvenait, mais la courbe de son cou absolument inimitable, la façon dont elle tenait sa tête avec cette inclinaison contemplative particulière qu'il avait étudiée pendant des heures interminables durant leur bref mariage, et par-dessus tous ses yeux hantés et mélancoliques qu'il avait regardés avec une peur si soigneusement dissimulée, maintenant rendus à la peinture à l'huile, avec une expression qu'il n'avait jamais vue dans la vie, quelque chose qui ressemblait presque à la paix. Son cœur martelait contre ses côtes avec une telle violence qu'il pensa qu'il pourrait s'effondrer là, sur le sol de marbre poli, parmi les autres clients de la galerie qui passaient devant le tableau sans le reconnaître, sans comprendre qu'il regardait un fantôme, une femme morte et enterrée depuis 3 ans dans la crypte de la famille Ashford. Et l'esprit de Sébastien parcourut des explications impossibles. Coïncidence, ressemblance, sa propre folie le consumant enfin complètement. Mais il rejeta chacune d'elles avec la certitude d'un homme qui avait mémorisé chaque détail du visage et de la forme de sa femme, qui avait passé 1000 heures à étudier son portrait au manoir Ashford, qui savait au-delà de tout doute que c'était Céleste, sa Céleste, incroyablement vivante et habitant à Rome sous Dieu sait quel nom et dans quelles circonstances. Il approcha le propriétaire de la galerie avec une urgence à peine contenue, exigeant de connaître l'artiste, le sujet, chaque détail de la provenance du tableau, et le gentleman italien corpulent ne put lui dire que l'œuvre était intitulée « La straniera », l'étrangère, peinte par un artiste local nommé Marco Bellini, spécialisé dans les portraits de la communauté expatriée de la ville, et que l'identité du sujet était inconnue, anonyme, simplement une femme qui avait posé pour l'artiste quelques mois auparavant. Les mains de Sébastien tremblaient alors qu'il agrippait sa canne, son esprit calculant et rageant simultanément, car si ce portrait était récent, alors Céleste avait été vivante tout ce temps, avait simulé sa mort avec une cruauté délibérée, l'avait abandonnée et s'était enfuie en Italie pendant qu'il la pleurait comme un fou, et la trahison de cela le brûlait avec une intensité acide, même alors qu'une joie terrible montait sous la rage, parce qu'elle était vivante, elle existait quelque part dans cette ville antique, respirant, marchant et vivant sans lui, ce qui signifiait qu'elle pouvait être trouvée, pouvait être reprise, pouvait être forcée de répondre de ce qu'elle avait fait. Il étudia le tableau avec une intensité renouvelée, notant les différences. Les cheveux plus clairs suggéraient un déguisement délibéré, les vêtements humbles parlaient de circonstances réduites, mais cette expression de paix, cette douceur dans ses traits qui n'avait jamais existé quand elle était sa femme. Cette subtile transformation suggérait qu'elle était heureuse dans son exil, contente de sa liberté, et cette réalisation enflamma son obsession avec une force dévastatrice, parce que si c'était vraiment Céleste, alors elle avait trahi tout ce qui était sacré entre eux et méritait sa colère, méritait d'être ramenée de force en Angleterre et forcée de se souvenir de ses vœux et de sa place,
Mais si par quelque chance impossible, ce n'était qu'une femme qui ressemblait si parfaitement à sa femme décédée que même lui ne pouvait faire la différence, alors il devait posséder cet écho de son amour perdu, devait posséder ce rappel vivant de ce que la mort lui avait volé, et de toute façon, que la femme de ce portrait fût vraiment Céleste, ou simplement son double troublant, Sébastien savait avec une certitude absolue qu'il la trouverait, l'aurait, la ferait sienne une fois de plus, car l'obsession ne meurt pas simplement parce que son objet est supposé avoir péri, et le duc d'Ashford avait appris depuis longtemps que ce qu'il voulait, il le prenait, sans se soucier de la mort, de la distance, ou de toute force sur terre qui pourrait se dresser entre lui et sa possession. Sébastien engagea des enquêteurs l'après-midi même, convoquant dans sa chambre d'hôtel un trio d'hommes spécialisés dans la recherche de personnes disparues et la conduite d'enquêtes discrètes pour de riches clients à travers l'Europe, et il ne lésina sur aucune dépense en leur ordonnant de trouver tout sur l'artiste Marco Bellini et la femme qui avait posé pour le portrait intitulé La Straniera, offrant assez d'or pour acheter leur dévouement et leur silence absolu. Car il ne voulait pas que la rumeur se répande dans les cercles de ragots de Rome que le duc d'Ashford était à la recherche d'une femme qui pourrait être son épouse, supposément décédée. En 2 jours, les enquêteurs revinrent avec une adresse dans le Trastevere où Marco Bellini avait son atelier, et Sébastien s'y présenta par un matin lumineux, où la lumière dorée filtrait à travers les rues étroites, montant 3 volets de marches en pierre, usées pour frapper à une porte tachée de peinture, qui s'ouvrit pour révéler un jeune homme aux yeux bienveillants et aux doigts perpétuellement tachés d'encre, qui regarda le duc anglais bien habillé avec une politesse curieuse, et l'invita à entrer pour voir ses autres œuvres. Sébastien jeta à peine un coup d'œil aux toiles qui tapissaient les murs, les portraits de marchands et de leurs épouses, les paysages de la campagne romaine, les natures mortes de fruits et de fleurs, car toute son attention se concentra sur l'extraction d'informations sur le seul portrait qui comptait, et il demanda, avec une désinvolture étudiée, à propos de La Straniera, remarquant que le sujet lui rappelait quelqu'un qu'il avait connu autrefois, et se demandant si l'artiste pourrait partager des détails sur la femme qui avait posé pour lui. Marco, ignorant tout danger et fier de son travail, parla librement de son sujet. Une professeure d'anglais nommée Catherine Moreau, qui vivait à Rome depuis près de 2 ans, une femme calme à l'air mélancolique, qui enseignait aux enfants de familles prospères et restait plutôt solitaire, gentille et douce dans ses manières. Quelqu'un qui avait initialement refusé de poser pour le portrait par une étrange peur d'être vu, mais qui avait finalement accepté et s'était révélé un modèle patient et contemplatif. Et il mentionna sans hésitation qu'elle vivait dans une pension près de la place d'Espagne, qu'on pouvait souvent la voir aux petites heures du matin, marchant vers la fontaine, ou le soir revenant de ses leçons. Sébastien sentit son cœur se serrer d'un mélange de rage et de triomphe si intense qu'il pensa qu'il pourrait frapper le jeune artiste simplement pour avoir regardé Céleste, pour avoir capturé son image, pour avoir passé des heures en sa présence pendant que Sébastien pleurait une tombe vide en Angleterre. Mais il maintint son sang-froid et remercia Marco avec une courtoisie froide avant de partir avec l'information brûlant dans son esprit comme de l'acide. La chronologie correspondait parfaitement. Catherine Moreau était arrivée à Rome à peu près au moment où Céleste Ashford était morte. L'origine anglaise expliquait. La profession d'enseignante convenait à son éducation, et l'air mélancolique, la peur d'être vue, tout cela confirmait ce que Sébastien savait déjà avec une certitude absolue dans les recoins les plus profonds de son cœur obsédé. L'après-midi même, il se posta de l'autre côté de la rue de la Pension que Marco avait décrite, un bâtiment aux murs jaunes délavés et aux volets verts près de la place d'Espagne, et il attendit avec l'intensité patiente d'un prédateur qui sait que sa proie ne peut s'échapper. Et lorsqu'une femme émergea dans la lumière dorée du début de soirée,
vêtue d'une simple robe grise et portant un sac en toile de livre, ses cheveux plus clairs qu'il ne s'en souvenait, et coupés plus courts, mais ses mouvements absolument, indubitablement les siens. Sébastien sentit tout en lui devenir calme, froid et certain, car elle était là, sa femme, sa possession, sa Céleste, qui lui avait été volée par sa propre cruelle tromperie, et qui répondrait maintenant de 3 ans de deuil factice et de folie véritable. 3 ans pendant lesquels il avait préservé sa mémoire comme la relique d'une sainte, tandis qu'elle vivait libre et heureuse sous le soleil italien, enseignant aux enfants des autres, posant pour des portraits et existant dans le monde comme si elle ne l'avait pas complètement détruit. Il la regarda marcher vers la fontaine, observa la façon dont elle se déplaçait avec une légèreté qui n'avait jamais existé au manoir Ashford, remarqua comment elle sourit à un vendeur de fleurs et s'arrêta pour admirer les bouquets, et la vue de son contentement, de sa paix, de sa liberté, le remplit d'une fureur si volcanique que ses mains tremblaient là où elles agrippaient sa canne. Mais sous la rage courait un courant de joie sombre, parce qu'elle était vivante, elle existait, elle pouvait être reprise et ramenée là où elle appartenait, et Sébastien sourit de son plus cruel sourire, en la suivant à travers les rues sinueuses de Rome, gardant ses distances, apprenant ses habitudes, planifiant son approche, car il n'allait pas simplement la confronter en public comme un vulgaire mari jaloux. Non, il choisirait son moment avec soin, la coincerait quelque part où elle ne pourrait pas facilement fuir, lui ferait comprendre que la mort elle-même n'avait pas suffi à la libérer des vœux qu'elle avait faits et du lien qu'elle avait tenté de rompre, et alors que le soleil romain se couchait dans des teintes d'or et de rose sur la ville antique, le duc Sébastien Ashford traquait son épouse, supposément décédée, à travers des rues qui avaient résisté pendant des millénaires. Un homme consumé par l'obsession qui avait enfin trouvé l'objet de sa dévotion tordue et ne se reposerait pas avant de la posséder une fois de plus. Catherine avait parcouru cette route une centaine de fois au cours des 2 années écoulées depuis son arrivée à Rome. De sa pension près de la place d'Espagne à la petite place avec sa fontaine usée où elle s'arrêtait parfois pour se reposer avant de continuer vers ses leçons de l'après-midi, mais ce soir particulier de printemps, elle sentit le poids d'yeux invisible sur elle, une conscience picotante qui hérissait les petits cheveux à la nuque et la fit regarder par-dessus son épaule plus d'une fois, alors qu'elle naviguait dans les rues étroites, où les ombres s'accumulaient entre les bâtiments anciens et où la lumière dorée tombait en angles sévères. Elle se dit que ce n'était que le malaise persistant d'avoir vu son portrait exposé dans la galerie, la peur irrationnelle que d'être capturée en peinture l'est en quelque sorte rendue à nouveau visible à ceux qu'elle avait fuis. Mais quand elle atteignit la fontaine et se tourna pour tremper ses doigts dans l'eau fraîche, elle le vit debout à 30 pas de là, parfaitement immobile au milieu de la foule en mouvement, sa silhouette sombre aussi immuable que les statues de pierre qui ornaient de la place, et pendant un terrible moment suspendu, elle crut que son esprit l'avait conjuré de ses cauchemars jusqu'à ce que ses yeux rencontrent les siens, avec une telle intensité qu'elle sut sans l'ombre d'un doute que Sébastien Ashford, duc d'Ashford, son mari qui aurait dû la croire morte depuis 3 ans, se tenait devant elle en chair et en os. La reconnaissance la submergea comme un coup physique, et elle chancela en arrière, sa main agrippant le bord de la fontaine pour se soutenir. Et elle regarda avec une horreur croissante alors qu'il commençait à se diriger vers elle avec l'approche lente et délibérée d'un prédateur qui sait que sa proie n'a nulle part où courir. Son expression, un terrible mélange de triomphe et de rage, qu'elle se rappelait de leur mariage, ce regard qu'il arborait quand quelqu'un osait défier sa volonté. « Bonjour, mon épouse, » dit-il, quand il fut assez près pour qu'elle puisse voir les fines rides autour de ses yeux, qui n'étaient pas là auparavant, puis se sentir l'odeur familière de son eau de Cologne, et sa voix était froide et lisse comme du marbre poli, chaque mot précisément énoncé, comme s'il discutait de la météo, plutôt que de s'adresser à une femme ressuscitée d'entre les morts.
Le premier instinct de Catherine fut le déni. Elle ouvrit la bouche pour prétendre qu'il se trompait, qu'elle était Catherine Moreau et ne connaissait aucun duc. Mais le mensonge mourut sur ses lèvres, car à quoi bon la comédie quand il se tenait devant elle avec une telle certitude absolue? Et à la place, elle fit la seule chose que son esprit paniqué put concevoir, et elle courut, s'élançant de la fontaine et plongeant dans le labyrinthe de rues étroites qui serpentaient à travers le Trastevere, son souffle venant en halètements saccadés, tandis que ses pieds martelaient les anciens pavés. Elle pouvait l'entendre derrière elle, sa plus grande foulée dévorant la distance qu'elle essayait de créer, et elle vira à gauche dans une ruelle puis à droite, à travers un passage si étroit que ses épaules frôlaient presque les murs, émergeant dans une petite cour attenante à une église où les ombres de fin d'après-midi offraient un abri illusoire. Mais quand elle se retourna en cherchant une sortie, elle le trouva bloquant la seule issue, sa poitrine se soulevant à peine d'effort, tandis qu'elle haletait comme une noyée. « Pensais-tu vraiment pouvoir me fuir, Céleste ?» demanda-t-il, s'avançant lentement alors qu'elle reculait vers le mur de l'église, et l'utilisation de son vrai nom fut comme des chaînes s'enroulant autour de ses membres. « Je le devais, » murmura-t-elle, puis plus fort, désespérée. « Je devais m'échapper, Sébastien. Tu dois comprendre, je ne pouvais pas vivre comme ça, je ne pouvais pas. » Mais il la coupa d'un geste sec. « Tu es mienne, » dit-il, et il y avait quelque chose de presque doux dans sa voix, ce qui la rendait d'autant plus terrifiante. « Tu es ma femme, liée par des vœux sacrés devant Dieu et les hommes. Et la mort elle-même ne peut changer cette vérité fondamentale. Alors, quel que soit le jeu auquel tu as joué ici à Rome, quelle que soit la vie que tu pensais pouvoir construire en mon absence, cela se termine maintenant. » Elle tenta de faire appel à toute humanité qui pourrait encore exister sous son obsession, tenta d'expliquer à travers ses larmes qu'elle étouffait, que son amour avait été comme une noyade, qu'elle avait besoin de liberté pour être une personne à part entière, mais il écouta avec l'expression patiente de quelqu'un indulgent, une crise de colère d'enfant, avant de répondre avec une finalité dévastatrice. « Je t'aime assez pour pardonner même cette trahison, Céleste, cette tromperie élaborée, cette moquerie que tu as faite de mon chagrin, et tu rentreras à la maison avec moi en Angleterre, où est ta place, où tu reprendras ta position de duchesse d'Ashford, et nous ne reparlerons plus jamais de cet épisode malheureux. » Sébastien s'assura un palais sur la Via del Corso en quelques heures après leur confrontation, une grande résidence avec des sols en marbre et des plafonds à fresques qu'il loua à un prix extravagant pour une occupation immédiate. Et il y installa Catherine avec des gardes postés à chaque sortie, des hommes dont les salaires assuraient leur loyauté et leur discrétion, transformant le magnifique bâtiment romain en une prison aussi efficace que n'importe quel donjon, malgré sa splendeur dorée. Toute la liberté qu'elle avait construite au cours de 3 années minutieuses s'évapora en un seul après-midi, sa chambre ensoleillée près de la place d'Espagne, abandonnée avec les livres qu'elle utilisait pour enseigner, les quelques robes simples qu'elle possédait, la petite collection de croquis que Marco lui avait donnée, tout ce qui constituait sa vie de Catherine Moreau laissée derrière elle aussi complètement que si elle était morte à nouveau. Sébastien annonça son intention de retourner en Angleterre dans la semaine, parlant de passages maritimes déjà réservés et d'arrangements déjà pris, avec la certitude d'un homme qui n'avait jamais envisagé que sa volonté puisse être défiée, et Catherine sentit le désespoir s'abattre sur elle comme un lourd manteau. Mais sous le désespoir brûlait quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas chez la jeune mariée effrayée qui avait fui l'Angleterre 3 ans auparavant, car elle avait goûté à la liberté, construit une vie par ses propres efforts et appris qu'elle possédait une force qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Elle n'était pas la même femme qui avait tremblé au moindre froncement de sourcils de Sébastien, et bien qu'elle se retrouvât de nouveau piégée,
un noyau essentiel d'elle refusait de se briser. Marco découvrit sa disparition lorsqu'elle ne se présenta pas à ses leçons de l'après-midi, et à travers le réseau de serviteurs et de commerçants qui formait la toile de ragots invisible de Rome, il apprit qu'un duc anglais s'était présenté à la pension en exigeant de voir Catherine Moreau et en prétendant qu'elle était sa femme ressuscitée des morts, et Marco se présenta aux portes du palais avec la fureur juste d'un homme qui comptait Catherine parmi ses amis les plus chers et ne la verrait pas emprisonnée sans protester. Sébastien le reçut dans un salon tendu de lourds rideaux de Damas, et lorsque Marco exigea la libération de Catherine et parla de justice et de liberté, la réponse de Sébastien fut froide et définitive. C'était une affaire conjugale entre mari et femme, l'affaire privée d'un père anglais reprenant ce qui lui appartenait, et Marco n'avait aucune légitimité pour s'immiscer dans des affaires qui ne le concernaient absolument pas. Les gardes autorisèrent Marco à une brève visite supervisée avec Catherine, au cours de laquelle elle le supplia à travers ses larmes de ne pas intervenir davantage, de ne pas risquer la colère de Sébastien, car elle avait vu ce que son mari faisait à ceux qui menaçaient sa possession d'elle. Mais Marco quitta le palais et alerta immédiatement la petite communauté d'expatriés anglais et américains qui s'étaient liés d'amitié avec Catherine, et ils commencèrent à comploter quelle aide ils pourraient offrir, bien qu'aucun ne sût vraiment comment s'opposer aux droits légaux d'un duc sur sa femme. Pendant ce temps, dans les belles pièces du palais, Catherine et Sébastien s'engagèrent dans des conversations terribles et honnêtes qui dépouillèrent les prétextes polis de leur mariage, et elle lui posa la question qui l'avait tentée tout au long de leur union. Pourquoi ne pouvait-il pas simplement la laisser partir, la libérer pour vivre sa propre vie, trouver le bonheur avec quelqu'un qui désirait sa forme particulière de dévotion? Sa réponse vint un soir, alors qu'ils étaient assis dans la bibliothèque. Séparés par 10 pieds de tapis persane, mais liés par des chaînes invisibles, et il dit avec une simplicité dévastatrice: « Sans toi, je ne suis rien, Céleste. Tu as donné un sens et un but à ma vie. Tu m'as fait ressentir quelque chose au-delà du vide qui me consume depuis l'enfance, et je préférerais te voir malheureuse à mes côtés que heureuse hors de ma portée, car au moins, en ta présence, j'existe comme quelque chose de plus qu'une coquille vide accomplissant les devoirs attendus de mon titre. » La crise éclata la 4e nuit de la captivité de Catherine dans le palais, lorsque Sébastien apparut à la porte du salon, où elle était assise à lire à la lueur d'une lampe. Et elle vit immédiatement que quelque chose avait changé en lui, car son sang-froid soigneusement entretenu s'était fissuré comme une porcelaine fine soumise à trop de pression, sa cravate desserrée et ses cheveux sombres en désordre comme s'il y avait passé les mains à plusieurs reprises, et il portait une bouteille de vin dont il avait manifestement bu, bien qu'il ne fût pas précisément ivre, mais plutôt dans cet état dangereux où l'alcool dépouille les masques prudents que les gens portent et ne laisse que la vérité brute exposée. Il s'assit lourdement dans le fauteuil en face d'elle, sans y être invité, et dit sans préambule: « Tu m'as demandé pourquoi je ne peux pas te laisser partir, et j'ai réfléchi à cette question pendant des jours, et je réalise que tu mérites une réponse, bien que tu n'aimeras pas ce que tu vas entendre. » Et Catherine mit son livre de côté et attendit, le souffle coupé, la révélation qui allait suivre. Sébastien se mit alors à parler de son enfance, en phrases qui vinrent d'abord avec hésitation, mais prirent de l'élan comme une voiture dévalant une pente, décrivant les froides salles de marbre du domaine de sa famille, où l'amour n'était jamais mentionné, et le devoir était la seule vertu qui comptait, où son père, l'ancien duc, avait régné avec une discipline de fer et considérait toute manifestation d'émotion comme une faiblesse à extirper d'un fils qui devrait un jour commander le respect par la peur et le contrôle. Il lui raconta comment, à 6 ans, il avait pleuré pour un chiot mort, et son père l'avait enfermé dans une cave pendant 3 jours pour lui apprendre que le sentimentalisme était pour les femmes et les faibles. Comment, à 10 ans,
Il avait osé prendre la défense d'un serviteur que son père voulait renvoyer injustement, et avait reçu une telle raclée qu'il ne put s'asseoir pendant une semaine. Comment il avait appris à travers 1000 leçons de ce genre que s'attacher à quoi que ce soit invitait la douleur, et que la sécurité ne résidait que dans la domination complète de ce que l'on souhaitait garder. Sa voix se fit plus basse alors qu'il décrivait son premier amour à 19 ans, la fille d'un marchand aux yeux bienveillants qui avait ri de ses tentatives de poésie et lui avait fait sentir pour la première fois qu'il pourrait être autre chose que la créature froide que son père avait façonnée. Mais quand son père découvrit l'attachement, il l'interdit absolument, et quand Sébastien le défia et continua à la courtiser en secret, l'ancien duc fit détruire l'entreprise du père de la jeune fille par des manipulations financières jusqu'à ce que la famille soit ruinée et forcée de quitter le pays, et Sébastien ne la revit jamais. « Mon père m'a battu cette nuit-là, » dit Sébastien, les yeux fixés sur un point au-delà de l'épaule de Catherine, comme s'il ne pouvait supporter de croiser son regard. Il m'a battu jusqu'à ce que je puisse à peine tenir debout, et m'a dit que c'était ce qui arrivait quand on s'attachait, que tout ce que j'aimais pouvait m'être enlevé et utilisé comme une arme, et que la seule façon d'éviter la perte était de posséder si complètement que rien, ni personne, ne pourrait jamais prendre ce qui était mien. Et j'ai bien appris cette leçon, Céleste, peut-être trop bien. Il la regarda alors avec des yeux qui contenaient une telle angoisse qu'elle sentit son cœur se serrer malgré tout ce qu'il lui avait fait, et il continua d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je t'aime si profondément que te perdre me détruirait, et donc, dans ma logique tordue, je crois que tu ne dois jamais être autorisé à partir, car si tu es toujours à ma portée, alors je suis à l'abri de la terrible douleur de la perte, mais je commence à comprendre que je t'ai déjà perdu par les moyens mêmes que j'ai utilisés pour essayer de te garder. » Catherine sentit des larmes couler sur ses joues en regardant cet homme brisé qui l'avait emprisonné, et elle reconnut pour la première fois le garçon blessé sous le masque du monstre, et la pitié monta dans sa gorge comme de la bile. Mais la pitié seule n'était pas suffisante pour la faire se sacrifier sur l'autel de sa guérison. Elle se pencha en avant et dit avec une douce fermeté qui lui coûta plus qu'il ne le saurait jamais. « Sébastien, ta douleur est réelle, et je suis désolé pour ce qui t'a été fait, vraiment, mais ta souffrance ne te donne pas le droit de m'emprisonner. La cruauté de ton père ne te donne pas le droit d'être cruel à ton tour. Et l'amour qui requiert des cages n'est pas de l'amour du tout, mais simplement de la possession portant le nom de l'amour. » Le docteur Hartley arriva à Rome par un matin gris, où la pluie d'automne tombait sur les pierres anciennes et donnait au Tibre la couleur du bronze vieilli, et il vint portant le poids de 3 ans de culpabilité, comme un fardeau physique sur ses épaules. Car il avait permis la fuite de Céleste et se sentait responsable de la chaîne d'événements qui suivit, la tromperie qui avait mis à la fois l'épouse et le mari sur leur chemin séparé de souffrance et de transformation. Il se présenta au palais où Sébastien tenait Catherine captive et demanda une audience avec le duc, mais Sébastien le refusa froidement, nourrissant toujours du ressentiment envers le médecin qui avait déclaré sa femme morte et avait pleuré avec lui sur un cercueil qui ne contenait que des pierres lestées et des rêves brisés, bien que Sébastien ne connût pas encore toute l'étendue de la complicité du docteur Hartley dans cette terrible tromperie. C'est Catherine qui insista pour voir le docteur lorsqu'elle apprit sa présence à Rome, et les gardes lui permirent à contre-cœur une brève visite supervisée dans le salon de réception formelle du palais où des anges peints à fresque regardaient leur lutte mortelle avec une indifférence peinte. Le docteur Hartley paraissait plus âgé que dans le souvenir de Catherine, ses cheveux devenus complètement blancs et de nouvelles rides profondément creusées autour de sa bouche et de ses yeux. Et quand il prit ses mains dans les siennes, elle les sentit trembler d'une émotion qu'il pouvait à peine contenir.
J'ai été consumé par la culpabilité, avoua-t-il d'une voix rauque de remords, en voyant ce que mes actions ont provoqué, en voyant le duc sombrer dans la folie, pendant que tu restais perdue pour moi, ne sachant pas si tu étais en sécurité, heureuse ou même en vie. Et je me suis demandé chaque jour si j'avais bien fait de t'aider à t'échapper ou si j'avais simplement échangé une forme de souffrance contre une autre. Catherine le rassura en lui disant qu'il lui avait sauvé la vie au sens le plus vrai du terme, que les années de liberté qu'elle avait connues à Rome valaient tout prix qu'elle pourrait maintenant payer. Mais le docteur Hartley secoua la tête et dit qu'il n'était pas venu simplement pour confesser sa culpabilité, mais pour offrir quelque chose qui pourrait encore résoudre cette terrible impasse. Il révéla alors que la mère de Sébastien, la duchesse douairière, était mourante au manoir Ashford et demandait son fils avec une insistance croissante. Et le docteur Hartley croyait que cela pourrait être la clé pour atteindre ce qui restait d'humanité enfouie sous l'obsession de Sébastien. Car la douairière était la seule personne dont le duc avait jamais vraiment apprécié l'opinion, la seule voix qui pourrait pénétrer l'armure de possession et de contrôle qu'il avait construite autour de son cœur blessé. Catherine vit immédiatement la possibilité dans cette révélation, bien qu'elle craignît que ce ne soit qu'un faux espoir, une autre porte qui se fermerait à son nez, mais elle accepta d'approcher Sébastien avec la proposition, si le docteur Hartley la soutenait dans cette manœuvre. Ce soir-là, Catherine demanda une audience avec son mari geôlier et lui dit que le docteur Hartley était venu avec des nouvelles de la maladie de sa mère, et elle vit quelque chose se fissurer dans le sang-froid soigneusement entretenu de Sébastien à la mention de la femme qui lui avait donné le peu de tendresse que son enfance avait contenu. Il voulut rejeter la nouvelle comme une manipulation, une autre tentative pour échapper à son emprise, mais Catherine vit la peur dans ses yeux, la peur ancienne d'un garçon qui avait déjà trop perdu, et elle pressa son avantage avec une douce prudence. « Je retournerai en Angleterre avec toi volontairement si tu me fais une promesse, » dit-elle, sa voix ferme bien que son cœur battît d'un espoir désespéré. « Accorde-moi une audience avec ta mère, laisse-la entendre nos deux histoires, et si elle croit que je devrais être libéré, tu considéreras sérieusement son jugement, non comme un ordre auquel tu dois obéir, mais comme un conseil que tu pourrais peser. » Sébastien refusa initialement, sa fierté et sa possessivité luttant contre le devoir filial qui était profond malgré tous ses dommages. Mais la mention de sa mère avait ouvert quelque chose en lui qui ne pouvait être facilement refermé, et après des heures de silence terrible, il accepta son marché avec un amendement. Ils voyageraient ensemble en Angleterre et verraient sa mère, et ensuite il accorderait à Catherine l'opportunité d'exposer pleinement sa cause, et si sa mère était d'accord pour que Catherine soit libérée, il ne se contenterait pas de le considérer, mais lutterait sincèrement pour honorer sa sagesse, bien qu'il ne pût promettre quelle conclusion cette lutte atteindrait. Le voyage de retour vers l'Angleterre s'étendit sur 3 semaines de mer grise de l'Atlantique et de cieux qui semblaient refléter le territoire incertain que Catherine et Sébastien naviguaient maintenant entre eux, car ils voyageaient ni tout à fait mari et femme, ni entièrement étrangers, mais quelque chose de plus complexe et douloureux, 2 personnes liées par l'histoire et la loi, mais séparées par un abîme de blessures qui pourrait ne jamais être entièrement comblé. Sébastien avait arrangé des cabines séparées comme promis, une concession que Catherine reconnut comme significative étant donné son besoin précédent de contrôler chacun de ses mouvements, et il se retrouvait pour les repas dans le salon-salle, à manger du navire, où d'autres passagers offraient un tampon de normalité, et où les rituels de la conversation formelle du dîner empêchaient les intimités les plus dangereuses. Pourtant, il y avait des moments où la distance soigneusement maintenue entre eux s'effondrait comme une vague contre la coque du navire, inattendue et écrasante.
comme l'après-midi où Sébastien tomba malade à cause du roulis, et où Catherine se retrouva à la porte de sa cabine avec du thé au gingembre et des linges frais, le soignant avec la même compassion automatique qu'elle offrirait à toute créature souffrante, malgré la voix dans sa tête qui murmurait qu'il ne méritait aucune gentillesse de ses mains. Il leva les yeux vers elle à travers des yeux brillants de fièvre, alors qu'elle pressait le linge sur son front, et dit d'une voix rauque « Tu n'as pas à faire ça, je t'ai traité abominablement. » Et elle répondit simplement « Je ne suis pas cruelle, Sébastien, je ne l'ai jamais été, et je ne le deviendrai pas maintenant simplement parce que tu m'en as donné la raison. » Ils commencèrent à parler plus honnêtement pendant ces longues journées en mer qu'ils ne l'avaient jamais fait pendant leur bref mariage, d'étranges conversations guindées qui avaient lieu lors des promenades sur le pont ou dans la bibliothèque du navire, où d'autres passagers hochaient poliment la tête et s'éloignaient, laissant leur intimité à ce couple manifestement troublé. Catherine apprit des choses sur Sébastien qu'elle n'avait jamais sues, des détails de son enfance qui complétaient le tableau terrible qu'il avait commencé à esquisser à Rome, et bien que la compréhension n'excusât pas ses actions, elle fournissait un contexte qui le faisait paraître moins monstre et plus homme blessé, ce qui était à la fois mieux et pire. Il y eut ce soir où un passager ivre fit des avances inappropriées à Catherine dans un couloir sombre, et Sébastien apparut de nulle part avec une fureur froide dans les yeux, se positionnant entre elle et la menace avec un tel instinct protecteur que l'ivrogne se retira rapidement, et Catherine se retrouva à le remercier avec une gratitude sincère, tout en reconnaissant l'ironie d'être protégée par l'homme même dont elle avait besoin de protection. Une nuit, ils se tinrent ensemble au bastingage du navire, regardant le clair de lune argenter les eaux sombres, et Sébastien demanda d'une voix si basse qu'elle put à peine l'entendre par-dessus le vent. « M'as-tu jamais aimé, ne serait-ce qu'un peu, ou n'était-ce toujours que peur et devoir ?» Catherine envisagea de mentir, de lui offrir un petit réconfort. Mais elle avait appris à Rome que la vérité était la seule monnaie d'échange valable, et elle répondit donc avec une honnêteté prudente. « J'ai voulu t'aimer, Sébastien, vraiment, car tu étais beau et puissant, et je croyais que peut-être, avec le temps, l'affection pourrait grandir comme on dit qu'elle le fait dans les mariages arrangés. Mais tu ne m'as jamais laissé l'espace de découvrir ce que j'aurais pu ressentir, parce que tu as rempli chaque espace avec ton propre besoin et ta possession, et l'amour ne peut pas pousser dans un sol où il n'y a pas d'air pour respirer. » Elle le vit tressaillir comme si elle l'avait frappé, vit ses mains se crisper sur le bastingage jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, mais il ne se mit pas en colère ni ne discuta, hocha seulement lentement la tête et dit « Je comprends. » Et ils restèrent en silence à regarder le chemin de la lune sur l'eau jusqu'à ce que le froid les pousse à rentrer dans leurs cabines séparées et leurs lits séparés. Catherine resta éveillée cette nuit-là dans sa couchette étroite, sentant le navire rouler sous elle et se demandant si Sébastien aussi était sans sommeil dans sa propre obscurité, et elle pensa à la question qui la hantait de plus en plus. Quelqu'un de si fondamentalement blessé pourrait-il jamais vraiment changer, et lui devait-elle quelque chose au-delà de la compassion humaine de base, et que signifiait le fait que malgré tout ce qu'il lui avait fait, elle ressentait encore quelque chose en le regardant qui n'était pas tout à fait de la pitié, mais pas tout à fait de l'indifférence non plus? Sa conclusion, atteinte quelque part dans les petites heures avant l'aube, fut qu'elle lui devait la vérité et la compassion comme elle le devrait à tout être humain, mais elle ne lui devait pas sa vie, ni sa liberté, ni son avenir, et quoi qu'il arrive quand ils atteindraient l'Angleterre et se tiendraient devant sa mère mourante, Catherine ne se sacrifierait pas, même si cela signifiait le voir se briser complètement, car elle était déjà morte une fois pour échapper à cette cage, et elle ne remonterait pas volontairement à l'intérieur. Peu importait la dorure de ses barreaux ou la pitié que lui inspirait son gardien. Ils arrivèrent au manoir Ashford en automne.
lorsque les arbres entourant le domaine étaient devenus cuivre et or, et la vue de ces terres familières frappa Catherine avec une force inattendue. Car c'était là que sa cage dorée s'était refermée sur elle pour la première fois, et où elle avait vécu dans une terreur croissante jusqu'à ce qu'elle soit assez désespérée pour orchestrer sa propre mort, et maintenant elle revenait volontairement, mais avec méfiance, liée à Sébastien par le fragile marché qu'ils avaient conclu à bord du navire, et par la femme mourante qui attendait à l'intérieur de ces anciens murs de pierre. La duchesse douairière, Marguerite Ashford, gisait dans ses appartements au 2e étage, où la lumière de l'après-midi filtrait à travers des fenêtres à meneaux et tombait sur sa forme diminuée comme une bénédiction, et bien que son corps ait été ravagé par la maladie débilitante qui la consumait de l'intérieur, ses yeux restaient féroces et intelligents, ne manquant rien lorsque Sébastien et Catherine entrèrent ensemble et se tinrent devant elle comme des suppliants attendant un jugement. Elle regarda d'abord son fils, observant les changements que 3 ans de chagrin et d'obsession avaient gravés sur ses traits, la nouvelle dureté autour de sa bouche et la qualité hantée de ses yeux qui parlaient de souffrances qu'il avait à la fois endurées et infligées. Puis son regard se porta sur la femme qu'elle avait crue morte et enterrée, et Catherine vit une reconnaissance immédiate traverser le visage de la douairière, suivie de quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. La vieille femme congédia Sébastien d'un geste de sa main frêle et ordonna d'une voix encore capable d'autorité malgré sa faiblesse. « Laissez-nous, je voudrais parler à votre femme seule. » Et bien que Sébastien hésitât, déchiré entre son besoin de contrôler chaque situation et sa déférence innée envers sa mère, il obéit finalement et se retira pour attendre dans le couloir, fermant doucement la porte derrière lui. Catherine resta figée jusqu'à ce que la douairière lui désigne une chaise à côté du lit et dise avec une douceur inattendue « Approchez, mon enfant, je ne suis pas encore si diminué que je ne puisse voir la peur dans vos yeux, et vous n'avez pas à avoir peur de moi, car je sais déjà ce que vous êtes et ce que mon fils a fait. » Catherine s'approcha lentement et s'assit comme on le lui avait demandé, et la douairière tendit une main qui tremblait légèrement et prit les doigts de Catherine dans sa propre prise fraîche, et il y avait une telle tristesse sur le visage de la vieille femme que Catherine sentit son sang-froid soigneusement entretenu commencer à se fissurer. La douairière parla alors de choses que Catherine n'avait jamais sues, révélant comment le père de Sébastien, le défunt duc, avait été un homme d'une discipline cruelle qui croyait que le sentiment était une faiblesse et que son héritier devait être forgé comme de l'acier par des épreuves systématiques, et elle avoua, des larmes se formant dans ses yeux fanés, qu'elle avait essayé de protéger son fils, mais avait échoué, avait regardé impuissante le garçon sensible qu'il avait été être lentement détruit et reconstruit en quelque chose de plus dur et de plus dangereux. Elle raconta à Catherine l'enfance de Sébastien, comment il avait aimé la poésie et la musique jusqu'à ce que son père lui ôte cette douceur à coups de fouet, comment il avait pleuré pour des oiseaux blessés jusqu'à ce qu'il apprenne que les larmes ne rapportaient que du mépris, comment il avait progressivement appris à cacher son cœur tendre sous des couches de contrôle et de possession, parce que la vulnérabilité avait toujours été punie et la force récompensée seulement lorsqu'elle se manifestait en domination. La douairière s'excusa auprès de Catherine de ne pas avoir empêché le mariage, de savoir que son fils était trop blessé pour être le mari de quiconque, mais d'avoir laissé l'obligation familiale et la pression sociale l'emporter sur son instinct maternel, que cette union n'apporterait que de la souffrance. Et Catherine se retrouva à pleurer doucement en écoutant la confession et les regrets de cette femme mourante. Mais alors, le ton de la douairière changea, et elle serra la main de Catherine avec une force surprenante, et dit « Vous avez eu raison de le quitter, raison de choisir la vie, plutôt que la lente mort qu'il vous aurait donnée.
et je ne vous demanderai pas de vous sacrifier sur l'autel de sa brisure, mais je voudrais vous demander autre chose avant de mourir. » Catherine attendit, retenant presque son souffle, et la douairière continua. « Aidez-le à comprendre ce qu'est vraiment l'amour, non pas en restant, mais en le libérant, car l'amour qui emprisonne n'est pas de l'amour du tout, mais seulement la peur portant le masque de l'amour, et tant qu'il n'apprendra pas cette vérité, il ne guérira jamais et restera pour toujours la chose brisée que son père a faite de lui. » Catherine lutta pour comprendre ce que la douairière lui demandait. Comment elle pourrait bien enseigner quoi que ce soit à Sébastien, alors qu'il ne l'avait jamais écouté auparavant, mais la vieille femme sourit tristement et dit « Il est différent maintenant. Vous avez dû le voir pendant votre voyage ensemble, les fissures apparaissant dans l'armure qu'il a construite. Et c'est par ces fissures que la vérité pourrait enfin pénétrer si elle est délivrée avec la bonne voix au bon moment, et ce moment est presque sur nous. » La douairière rappela Sébastien dans la chambre d'un geste qui ne souffrait aucun refus, et quand il entra et vit le visage de Catherine baigné de larmes et l'expression de terrible détermination de sa mère, il sembla comprendre instinctivement que quelque chose de capital allait se produire, quelque chose qui remodèlerait le paysage de son existence d'une manière qu'il ne pouvait encore comprendre. La vieille femme lui fit signe de s'asseoir de l'autre côté de son lit, en face de Catherine, et quand tous deux furent positionnés devant elle comme des pétitionnaires attendant le décret d'un souverain, elle prit une respiration laborieuse et parla avec tout le poids de l'autorité qui lui restait, déclarant qu'elle ne fermerait pas les yeux pour le sommeil final avant que Sébastien ne fasse la promesse sacrée d'accorder à Catherine sa liberté complète et inconditionnelle, la libérant de leurs liens matrimoniaux et lui permettant de vivre sa vie sans ingérence ni poursuite, ni aucune autre revendication sur sa personne ou son avenir. Le visage de Sébastien devint pâle comme le marbre, et il commença à protester, à arguer que la loi les liait indépendamment des souhaits personnels, que les vœux de mariage prononcés devant Dieu ne pouvaient être si facilement dissous, mais sa mère le fit taire d'une main levée et d'un regard d'une déception si profonde qu'il se tut comme s'il avait été frappé. La douairière lui dit alors ce que Catherine soupçonnait qu'il n'avait jamais vraiment entendu ou ne s'était jamais permis de comprendre, qu'il était devenu précisément ce que son père avait été, un homme qui utilisait le contrôle pour masquer la terreur de la vulnérabilité, qui confondait la possession avec l'amour parce qu'on ne lui avait jamais appris la différence, qui emprisonnait les autres plutôt que de risquer l'incertitude de la confiance et du choix mutuel. Elle lui posa la question qui touchait au cœur de tout, sa voix calme mais implacable alors qu'elle disait « L'aimes-tu, Sébastien? L'aimes-tu vraiment en tant que personne avec sa propre âme, sa propre volonté et ses propres rêves? Ou aimes-tu simplement l'idée de la posséder, d'avoir quelque chose de beau et de précieux qui n'appartient qu'à toi ?» Le sang-froid de Sébastien vola en éclats comme du verre frappé par une pierre, et Catherine regarda avec un mélange de pitié et de chagrin 3 ans de deuil, de rage et de besoin obsessionnel se fissurer pour révéler le garçon terrifié qui se cachait encore sous l'homme endurci, et il pleura comme elle ne l'avait jamais vu pleurer, de grands sanglots secouant tout son corps, tandis qu'il pressait ses mains sur son visage, comme pour se maintenir contre des forces qui le déchireraient. Il avoua, à travers ses larmes, qu'il ne savait pas comment aimer d'une autre manière, que la pensée d'être à nouveau seul le remplissait d'une telle angoisse existentielle qu'il préférerait mourir plutôt que de l'affronter, que sans elle il craignait de n'être rien du tout, juste un titre vide, une maison vide et un cœur vide qui n'avait jamais appris à subvenir à ses propres besoins sans validation extérieure. Catherine sentit ses propres larmes couler, mais elle garda sa voix ferme en disant avec une douce fermeté « Tu n'es pas rien, Sébastien, tu ne l'as jamais été,
mais je ne peux pas être ta raison d'exister. Je ne peux pas sacrifier ma vie pour combler le vide en toi. Tu dois trouver en toi-même la valeur et le but qu'aucune autre personne ne peut fournir. » La douairière tendit ses 2 mains tremblantes et prit une main de chacun d'eux, les joignant dans sa prise frêle, et elle dit à son fils, avec une tristesse et un amour infini: « Laisse-la partir, mon cher garçon, laisse-la partir librement et complètement. Prouve-toi à toi-même, à elle et à moi, que tu es capable de l'amour désintéressé que tu prétends ressentir, plutôt que de l'obsession égoïste qui t'a guidé jusqu'à présent, car ce n'est qu'en la libérant que tu peux espérer trouver une rédemption ou une paix. » Sébastien regarda Catherine par-dessus le lit de sa mère, et elle vit dans ses yeux la terrible guerre qui se livrait entre tout ce qu'on lui avait appris à être et tout ce qu'il pourrait encore devenir. Et finalement, lentement, avec l'expression d'un homme sautant d'une falaise dans des ténèbres inconnues, il hocha la tête et murmura: « Je te laisserai partir, je le promets, je ne te poursuivrai pas, ne te chercherai pas, et ne ferai plus jamais aucune réclamation sur toi. » Et avec ces mots, quelque chose de fondamental changeait dans l'air entre eux, comme si des chaînes qui les avaient liés tous les deux tombaient soudainement en poussière. 5 ans passèrent comme de l'eau s'écoulant entre des doigts ouverts, emportant les arêtes vives du passé, jusqu'à ce qu'il ne reste que des pierres lisses de mémoire que l'on pouvait tenir sans douleur. Et au printemps de 1878, dans un atelier ensoleillé, surplombant les toits de terre cuite de Florence, une femme qui s'était appelée Céleste, puis Catherine, et qui était maintenant connue simplement sous le nom d'Élise, se tenait devant un chevalet, enseignant à un cercle de jeunes femmes l'art subtil de capturer la lumière et l'ombre sur la toile, et le son de leur rire remplissait la pièce comme une musique, et elle était heureuse d'une manière qu'elle avait autrefois cru impossible, entièrement et complètement elle-même, sans avoir besoin de se cacher, de se diminuer ou de s'excuser pour l'espace qu'elle occupait dans le monde. Le courrier du matin apporta des lettres comme toujours, de la correspondance d'amis dispersés à travers l'Italie et la France, des invitations à des expositions et des salons, et parmi elles, une enveloppe crème portant un cachet de la poste anglaise et une écriture qu'elle reconnut malgré les années passées, et elle l'ouvrit avec des mains fermes et sans crainte, car elle avait appris que le passé ne pouvait plus l'atteindre et la reprendre à moins qu'elle ne le permette. Le duc d'Ashford écrivait avec une formalité soignée qu'il avait récemment acquis une collection de croquis botaniques des Indes orientales, et pensait qu'elle pourrait apprécier de voir les illustrations détaillées de la flore exotique, qu'il serait honoré de les lui envoyer si elle le souhaitait, qu'il ne demandait rien en retour, et espérait seulement qu'elle allait bien et était en paix. Et c'était la 10e lettre de ce genre en 5 ans, chacune respectueuse et distante, chacune reconnaissant sa liberté complète, certaines révélant dans leurs mots prudents sa croissance lente et douloureuse vers quelque chose ressemblant à la santé. Elle répondit comme elle le faisait toujours, brièvement et poliment, le remerciant de sa prévenance, déclinant l'offre avec une courtoisie douce, lui souhaitant une force continue dans les œuvres caritatives qu'il avait mentionnées dans des lettres précédentes, et elle signa simplement de son nom choisi, ne portant plus le sien ni le titre d'aucun autre homme, et en scellant l'enveloppe, elle ne ressentit rien d'autre qu'une satisfaction tranquille qu'ils aient tous deux survécu à la destruction de ce qu'ils avaient été et trouvé des chemins vers quelque chose de meilleur. En Angleterre, Sébastien Ashford parcourait les terres d'une école qu'il avait fondée pour des garçons issus de milieux difficiles, des garçons dont les pères étaient cruels ou absents, des garçons qui avaient besoin d'apprendre que la force pouvait se manifester par la gentillesse et que le contrôle sur les autres était la forme de pouvoir la plus faible, et bien qu'il restât non marqué par un nouvel amour, et le serait peut-être toujours, il avait découvert un but en guérissant chez les autres les blessures qui reflétaient les siennes, et quand il pensait à Céleste maintenant, c'était avec gratitude plutôt qu'avec possession, reconnaissant qu'elle s'était suffisamment aimée
pour lui échapper, et avait possédé le courage de lui montrer le monstre qu'il était devenu. Cher auditeur, parfois le plus grand acte d'amour est la libération, la volonté d'ouvrir ses mains et de laisser partir ce que l'on pensait ne pas pouvoir vivre sans. De faire confiance que vous et celui que vous libérez survivrez à la séparation, et peut-être même vous épanouirez de manière que l'emprisonnement aurait à jamais empêché. Tant dans l'attachement que dans le lâcher-prise, tant dans les liens que nous formons que dans la liberté que nous accordons, puissiez-vous trouver la sagesse de savoir ce qui sert l'amour et ce qui ne sert que la peur d'être seul avec soi-même, et puissiez-vous reposer paisiblement dans la connaissance que vous êtes suffisant, entièrement et complètement suffisant, tout seul, sans avoir besoin de posséder une autre âme pour prouver votre valeur ou combler le vide intérieur que vous seul pouvez guérir. Ceci était une histoire des contes d'Evermore, où chaque conte nous apprend quelque chose sur le cœur humain, et si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé votre propre force ou votre propre capacité à grandir au-delà des schémas qui vous ont façonné, alors abonnez-vous pour entendre d'autres histoires d'amour et de perte, et du courage de choisir la liberté plutôt que des chaînes familières, car il y a d'innombrables contes encore à raconter, et chacun tend un miroir à une vérité sur qui nous sommes et qui nous pourrions encore devenir.